Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un exercice incontournable des études de droit, le fameux cas pratique. C'est vraiment l'épreuve qui sculpte l'esprit d'un juriste. Alors ensemble, on va décortiquer la méthode pour ne plus jamais en avoir peur. La première question à se poser, c'est le cas pratique, c'est quoi au juste? Un simple exercice pour les examens ou est-ce que ça va beaucoup plus loin? En fait, il faut le voir comme une véritable enquête juridique. Et on va voir pourquoi. D'ailleurs, cette citation le dit parfaitement. Le cas pratique, ce n'est pas juste un devoir parmi d'autres, non. C'est le cœur battant de la formation. C'est le moment précis où la théorie, parfois un peu abstraite, vient se confronter au monde réel. Pour bien comprendre, il y a une analogie qui est géniale, celle du simulateur de vol. Un pilote ne prend pas les commandes d'un A380 sans des heures et des heures de simulation. Eh bien, pour le juriste, c'est pareil. Le cas pratique, c'est notre simulateur pour apprendre à gérer des situations complexes, mais sans les conséquences réelles. D'accord. Mais alors, comment on pilote cet engin? Eh bien, il y a une méthode, une sorte de plan de vol en 4 étapes très claires. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une véritable architecture de la pensée. C'est cette méthode qu'on va suivre pas à pas. On commence par le début, la base de tout. La première grande phase, c'est de poser des fondations qui soient absolument solides. Parce que si cette étape est ratée, tout le reste de notre raisonnement risque de s'écrouler comme un château de cartes. Concrètement, ça commence avec le résumé des faits. L'objectif ici, il est simple, mais il est crucial. On part d'une histoire, souvent un peu brouillon, de pleine d'informations, et on doit la transformer en un exposé des faits qui soit objectif, clair, et surtout qui ne retient que ce qui compte pour le droit. On se transforme en cartographe, en fait. Et pour y arriver, il y a une méthode. D'abord, on identifie qui sont les acteurs, les parties en présence. Ensuite, on remet de l'ordre, on rétablit la chronologie exacte des événements. Et enfin, vient l'étape la plus délicate. On fait le tri. On isole les faits qui ont une vraie importance juridique et on jette tout le reste, tout le bruit de fond qui ne sert à rien. Une fois que notre carte des faits est bien propre, on passe à l'étape de la traduction. C'est la qualification juridique. C'est un moment absolument clé où on va donner un nom juridique aux faits. Un simple comportement va devenir une faute, un accord à l'oral devient un contrat, on passe du monde des faits au monde du droit. Et là, attention, c'est le point de non-retour. La source nous le rappelle, c'est la règle d'or. Si on se trompe à ce moment-là, si on qualifie mal les faits, eh bien c'est simple, toute la solution sera fausse. La précision ici, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. Bon, nos fondations sont posées. C'est du solide. Maintenant, il nous faut trouver la pièce maîtresse de notre édifice, ce qui va tout tenir ensemble, la clé de voûte. Et cette clé de voûte, c'est l'art de poser la bonne question. Cette fameuse clé de voûte, c'est ce qu'on appelle le problème juridique ou la problématique. C'est la question centrale, hyper précise, qui va orienter toute notre analyse. Elle doit être tellement bien formulée qu'elle appelle une réponse juridique claire et pas juste une discussion générale. Alors, c'est quoi une bonne problématique? Il y a quelques ingrédients indispensables. Il faut qu'elle parle des parties, qu'elle vise une règle de droit spécifique, qu'elle montre quel est le vrai enjeu du conflit, et bien sûr qu'elle soit posée sous forme de questions. C'est un peu le GPS de notre raisonnement. Si on entre la mauvaise destination, on n'arrivera à jamais au bon endroit. Ok, on a les fondations, on a la clé de voûte. Et bien maintenant, il est temps de construire les murs. On attaque la dernière grande phase, celle où l'on va bâtir, brique par brique, notre solution juridique. Et on arrive donc à la solution motivée. C'est le grand final, l'aboutissement de tout ce travail. C'est ici, et seulement ici, qu'on va enfin répondre à la question qu'on a posée, en appliquant les bonnes règles de droit aux faits qu'on a si soigneusement préparés. Et pour construire cette solution, le juriste a un outil fétiche, un outil d'architecte. C'est le syllogisme. C'est une structure logique imparable, en 3 temps. D'abord, on expose la règle de droit générale, c'est la majeure. Ensuite, on applique cette règle à notre cas précis, c'est la mineure. Et enfin, logiquement, on en déduit la conclusion, la solution. Et attention, il faut vraiment bien faire la différence. Une bonne solution, ce n'est pas une opinion personnelle, ni un vague sentiment de ce qui est juste ou pas. Non, c'est une démonstration juridique, presque mathématique. Ce n'est pas non plus une récitation de cours. C'est une argumentation construite qui s'appuie sur des sources solides. Au final, si on veut vraiment tout résumer, tout tient en un seul chiffre. 4. 4 étapes, 4 piliers pour une construction juridique qui tient la route. Le résumé et la qualification, la problématique et la solution. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas juste 4 étapes pour réussir un devoir. C'est en fait un véritable entraînement pour commencer à penser différemment, pour penser comme un juriste. Et la source conclut là-dessus de façon magistrale. Le cas pratique, il nous transforme. Il fait passer de l'étudiant qui sait son cours à un juriste qui est capable d'appliquer ce droit, de l'interpréter, de lui donner vie dans une situation réelle. C'est ça toute la différence.
Alors la vraie question, ce n'est plus d'avoir peur du cas pratique, c'est plutôt de se demander « est-on prêt à se lancer ?» Prêt à construire son premier raisonnement. Parce qu'il ne faut plus le voir comme une épreuve, mais comme une chance de devenir un vrai juriste.